Je te salue, ô terre hospitalière, où le malheur trouve la protection d'un peuple libre, arborant la manière. Je viens fêter la Constitution. Mon cri est là, j'ai dû quitter la France pour m'abriter sous un climat plus doux. Mais aujourd'hui a reluit l'espérance. Au début de la guerre, en guerre de mouvement, tous les soldats n'étaient pas en guerre en permanence. Il y avait des roulements. En général, c'était des roulements à peu près de 3 semaines. 3 semaines correspondaient à, pour un régiment qui était formé de 3 bataillons. Chaque bataillon passait 1 semaine en première ligne. Après, on le remplaçait par un autre bataillon. Et une fois que les 3 bataillons avaient passé 1 semaine en première ligne, on les amenait en arrière pour se reposer. Donc, il y avait bien souvent, ils avaient plusieurs solutions. La première solution, c'est qu'il y avait des villages à proximité qui avaient été évacués, parce qu'il faut savoir que beaucoup de villages avaient été évacués tout le long de la ligne de front, sur les 800 km de front. Tous les villages qui étaient dans les 30 km en dehors de la ligne de front avaient été évacués quasiment. Donc les soldats, ils pouvaient aller dormir dans les granges ou dormir dans les maisons, les officiers allaient dormir dans les maisons, des choses comme ça. Les châteaux. Dans les hôtels, dans les châteaux qui se trouvaient à portée, donc réquisition quoi. Vous pouvez imaginer ce que c'est qu'une réquisition. Ou alors, ils avaient le génie qui leur construisait des petits camps et des baraquements, des grandes baraques longues de 15 à 20 mètres où on mettait les soldats dedans, en bois. Ou alors, ils se retrouvaient avec des marabouts comme celui-ci, qui est un marabout d'époque, qui pouvait accueillir entre 12 et 15 soldats. Voilà. Là, je vais mettre de la paille, je vais mettre un drap dessus là pour dormir ce soir, et on va dormir là. Le pantalon rouge, ils l'ont gardé jusqu'à quand? Jusqu'à novembre 1916. Après, il y a la réforme, enfin la réforme, mais bon, ils l'ont eu jusqu'à février, vraiment février 15. Ouais. Pour les troupes qui étaient à l'arrière, ils l'ont eu jusqu'à février 15. Mais après, de suite, ils ont essayé de prendre des surpantalons, des trucs d'ouvriers, des choses comme ça pour se. Mais en fait, c'est une fausse croyance de dire que, en fait, qu'ils étaient habillés en rouge, parce que dès le début de la guerre, ils avaient des képis. Vous avez vu mon collègue peut-être dehors, il a une képi qui est complètement bleue. Parce que dessus, il y a une couvre-képi. Un bout de tissu qui est bleu et qui pousse. Donc en fait, ah oui, ils sont partis avec. Ah, ils sont partis avec. Donc ils ne sont pas partis comme ça, c'est la légende. Alors 1914-2014, nous fêtons partout en France le centenaire de la déclaration de la Première Guerre mondiale. Le point majeur de cette année 1914, c'est la mobilisation, parce qu'il a fallu en quelques jours mettre sur pied plus de 2 millions de soldats. Et ça a été quelque chose sur le plan organisationnel parfaitement réussi. En ce qui me concerne, étant ancien chef de corps du 299e régiment d'infanterie, j'ai tenu à profiter de cette circonstance pour rappeler aux gens de Sainte-Colombe qu'il y a 100 ans exactement, ici même, sur cette place, un régiment fort de 2200 hommes a été mobilisé et parti à la guerre. Ça tire à quelle distance à peu près? Je crois que c'est 8 km. 8 km sur des conditions favorables. 75, c'était la pièce mythique de l'armée française. Donc forcément, on l'a utilisé partout, dans les forts, sur le terrain. Mais c'était quand même le canon de campagne par excellence. Ce qui est également marquant, c'est que ce régiment a connu le baptême du feu le 26 août 1914. Et dès le 30 août 1914, il avait perdu près de 60% de ses effectifs. Ceci est quand même un souvenir fort, à tel point qu'en 2007, avec l'aide du maire de Sainte-Colombe, M. André Masse, nous avons inauguré une plaque ici à Sainte-Colombe pour rappeler aux habitants de Sainte-Colombe cet événement. Alors que fait-on aujourd'hui? Eh bien, on essaie de rappeler tout simplement cette cérémonie, cette prise d'armes, pour laquelle nous disposons de nombreux renseignements et de photos. Il y aura donc sur cette place des véhicules d'époque, notamment un taxi de la Marne. Il y aura un véhicule de sapeurs-pompiers fourni par le musée des sapeurs-pompiers de Lyon. Il y aura un cheval de trait, une ardennaise, parce qu'à cette époque, en 1914, le principal moyen
de traction, c'était le cheval. Et donc je tenais absolument à montrer à la population la puissance de ces animaux. Sous peine d'être puni, avec toute la rigueur des lois, obéir aux prescriptions du fascicule. Nous avons également mis sur pied un bureau de mobilisation et on va montrer comment un jeune paysan va en quelques minutes être transformé en piou-piou, puisque c'est le surnom qu'on donnait aux soldats de l'époque qui avaient, je vous le rappelle, un pantalon rouge. Et ça, c'est quoi? C'est des guettes? C'est des guettes. Là, je suis en soldat d'infanterie, tels qu'ils étaient lors de la mobilisation en 1914. C'est un dérivé de l'uniforme de 1870. Alors, on était pantalon rouge garance, avec des guêtres, il n'y a pas de bande moltière, la capote bleu horizon. Chaque soldat avait 2 cartouchières devant et une 3e derrière. Tout ça porté avec un brelage, avec la ceinture, et le gousset de la baïonnette, avec la fameuse Rosalie, donc la baïonnette qui se portait sur le label. Voilà. Donc c'était le soldat en 1914 lors de la mobilisation. Chaque soldat était équipé d'un sac, ce qu'on appelle un havre-sac. Sur chaque havre-sac, il y avait une demi-toile de tente, 3 piquets, 3 sardines. Une demi-toile de tente, ça veut dire que le soldat était obligé d'être en binôme. Moi, je suis un chef de bataillon. Donc, je commande un bataillon en entrée de guerre, 1914. Voilà. Les chefs de bataillon accompagnaient les troupes jusqu'à ce grade, jusqu'au grade de commandant. Et vivaient aussi un petit peu avec eux dans les tranchées. Voilà. Donc, moi, je suis habillé en premier semestre 15, c'est-à-dire dès que la réforme du Bleu Horizon est apparue. C'est-à-dire que ça commence en janvier. Le problème qu'on avait en début de guerre, c'est qu'on était habillé avec un pantalon rouge, un képi rouge. Tous nos boutons étaient en cuivre, donc c'était brillant, on avait une grosse plaque de cuivre. Donc l'armée décide de réformer à la fin de l'année 14 et on décide de partir sur du Bleu Horizon. Donc moi, j'ai la nouvelle capote Poiret en Bleu Horizon qui a été faite exprès. Une capote Poiret parce que c'est le couturier Poiret qui l'a dessinée. En fait, c'est une capote qui a un simple boutonnage, économe en tissu. Parce que il y a tellement d'hommes à réformer, tellement de millions d'uniformes à faire, il faut économiser le tissu. Donc on fait d'une capote Bleu Horizon, la capote Poiret. On fait également le képi en Bleu Horizon pour bien sûr ne plus utiliser le képi rouge. Mais par contre, on n'a pas assez de tissu pour faire des pantalons. Et le pantalon, il faut bien qu'on le camoufle puisqu'il est également rouge, notre pantalon avant. Donc, l'armée achète des pantalons civils, des pantalons de chasse, des pantalons de soudeur, et elle vide les stocks, elle reçoit ça et elle distribue ça aux soldats. Donc les soldats sont habillés avec des pantalons civils, alors c'est souvent du velours. Ensuite, il n'y a pas assez de cuir, il y a une pénurie de cuir à la fin de l'année 14 et début de l'année 15. Donc, il y a plein d'hommes qui arrivent au régiment, on n'a pas assez de cuir pour refaire des cartouchières, refaire des ceinturons, refaire des brelages. Donc, on va arriver sur du matériel ersatz, c'est ce qu'on appelle ça, c'est-à-dire que c'est des cartouchières en tissu, en grosse toile, en toile de jute, c'est des grosses lanières, ils font tout et n'importe quoi, c'est fragile, ça va beaucoup s'abîmer, et c'est qu'à la fin de 1915 où les marchés de tissu vont un peu reprendre un peu de la forme, et on va pouvoir distribuer aux soldats vraiment du matériel en cuir, et donc du coup ça sera du cuir fauve, puisque la réforme du Bleu Horizon intègre aussi le fait que tout le matériel en cuir qui était noir devient fauve. Voilà, au début de l'année 15 également, le casque quadrillant n'existe toujours pas, mais on est déjà dans les tranchées. Donc il y a énormément de blessures à la tête, recrudescence de blessures à la tête. Donc on commence à inventer la cervelière. Donc la cervelière, c'est une calotte de métal que les soldats se mettaient sous le képi. Mais bon, c'était pas du tout agréable, ça leur chauffait la tête, quand il y avait du soleil, ils avaient mal au crâne. Donc ils l'ont utilisé, mais très peu. Et ensuite, en septembre 15, le casque quadrillant vient remplacer la cervelière, que j'ai là. J'ai également la passe barbelée, puisque comme on est dans les tranchées, l'apparition des barbelés arrive.
Et donc les soldats sont équipés d'une pince barbelée. Là c'est le modèle 1905. Ce modèle-là s'avérera assez fragile et en 1916, Peugeot fera une nouvelle pince barbelée beaucoup plus solide. Et donc ça arrivera en 1916. Ça c'est le pétard. Donc on est dans la guerre des tranchées. Les Allemands ils ont la grenade à manche. Nous on n'a rien. Donc on commence à faire des grenades artisanalement. Et donc les premières grenades c'est des pétards. Donc en fait c'est à usage unique. Donc c'est une simple planche de bois sur laquelle on attache un tube, on remplit l'explosif et ensuite on met un système de détonation avec un silex. Et donc les gars ils percutent et ils ont 5 secondes pour l'envoyer en face. Alors c'était super dangereux ça, c'était à la fois dangereux pour ceux qui le recevaient bien sûr, mais c'était également dangereux pour celui qui l'utilisait. Parce que dès que ça prenait l'humidité, ça pouvait exploser à tout moment. Et avec la forme que ça a, des fois ça se prenait dans les barbelés, ça revenait dans la tranchée, ça retombait dans la tranchée de celui qui l'avait lancé. C'était assez fragile. Sinon, par rapport au début de l'année, à la fin de l'année 14, on est passé sur des bandes moltières pour remplacer les guêtres. Sinon, après j'ai tous les éléments habituels. J'ai ma musette, ça ne change pas, elle est là. Et j'ai également mon bidon. La seule différence, c'est que mon bidon passe à un bidon de 2 litres par rapport au début de guerre où j'étais à 1 litre. Le masque à gaz. Donc la première attaque au gaz, c'est le 15 février à Ypres, si ma mémoire est bonne. Et donc les Français n'ont pas du tout de protection contre les gaz. C'est les Allemands qui lancent la première attaque. Eux, ils ont créé une protection. Et donc les Français récupèrent des protections que les Allemands ont perdues sur le champ de bataille et ils créent leur première protection. Donc tous les soldats ont leur masque à gaz ici à portée de main. Et, je représente les chasseurs alpins du 13e bataillon de chasseurs alpins de Chambéry. Voilà, qui était avec une tenue modèle 16. C'est-à-dire qu'on avait la capote bleu horizon et on conservait le pantalon chasseur qui est bleu avec un liseré jonquille. Voilà, tout simplement, et avec le fusil, le Berthier modèle 16. Je suis habillé en zouave du 3e zouave, quoi, parce que les zouaves, on les reconnaît aussi au tombeau. Le jaune, c'est le 3e. Oui, alors les zouaves, ils datent de 1832 jusqu'à 71, quoi, 1871, sous Napoléon III. Après, les régiments des zouaves ont toujours existé. Ils ont continué dans cette tenue-là jusqu'en 15, quoi. Quand ils sont partis en 15, ils avaient cette tenue-là, sauf que les guêtres blanches étaient supprimées et il y avait les brelages. Il n'y avait plus de giberne devant et derrière. Que c'est un canon qui était la fierté de l'artillerie et de l'armée française en général, puisqu'il était conçu sur un nouveau système d'avoir le fût, donc le tube, qui soit mobile. Donc ce canon à chaque tir, c'était le fût qui reculait et non pas la pièce entière. Il a été conçu en 1897 et c'est ce qui permettait d'avoir une suprématie sur l'adversaire du fait de la rapidité de sa cadence de tir. Pour des équipes expérimentées, on pouvait atteindre 20 à 25 coups minute, ce qui est assez record pour l'époque. Pour des équipes non expérimentées, on était plutôt à 8-10 coups minute. Pour une telle pièce, vous aviez un attelage complet avec un avant-train, le canon, un caisson de munitions, donc 80 munitions supplémentaires, 6 chevaux et 8 hommes en comptant l'officier. Pas au commandement! Feu! Le 3 août, les premiers mobilisés affectés au 299e régiment d'infanterie rejoignaient Sainte-Colombe, respectant ainsi les consignes précisées dans l'ordre de route de leur fascicule de mobilisation. Le dépôt du 99e régiment d'infanterie, implanté à Vienne, caserne Rambaud, avait tout organisé. Chaque compagnie avait son point fixe. C'est ainsi que la 20e compagnie, celle du sergent Paul Gourdan, un enfant du pays, s'était vue attribuer une salle utilisée par la Société de gymnastique d'Espérance et la cour attenante donnant sur le presbytère.
les jours suivants furent consacrés à l'aliment, à la perception de l'armement dans le fameux fusil Lebel, les munitions, les vivres, les outils et le campement. Bref, chaque homme s'était vu doté d'un barda de près de 30 kilos. Le 7 août à 13h, le régiment se rassemblait ici même, sur la place qui ne s'appelait pas encore Aristide Briand. Le sergent Gourdon raconte: l'instant est solennel. Les tambours éclairons sonnent nos drapeaux. Le régiment présente les armes et en une vibrante allocution, notre colonel nous présente l'emblème sacré de la patrie. On tenait à commémorer ce qui s'est passé, le départ de ces gens, et surtout il faut se rappeler qu'ils étaient partis pour 2 mois. Ils pensaient que 2 mois après ça serait fini et puis que tout le monde rentrerait chez soi. Ce qui n'a pas été le cas. La preuve, il n'a pas suffisamment réfléchi à ça, puisque 30 ans après il a fallu recommencer. Donc c'est un message pour tout ce qui est la jeunesse. C'est pour ça qu'on a organisé cette exposition, voir dans quelles conditions ils sont partis, notamment la réquisition des 1800 taxis de la Marne qui ont emmené les troupes comme ils ont pu sur le champ de bataille. Dépôt de gerbes. Gerbes de l'Amicale Royale de Pont, 99e et 299e régiment d'infanterie, déposé par André Mudler, président de l'Amicale. Gerbes de la ville, déposé par M. André Masse, maire de Sainte-Colombe. Aux morts. Le clou de la journée, c'est bien sûr la prise d'armes. Il y aura à peu près 25 figurants en tenue d'époque et nous allons simuler la situation qui s'est déroulée il y a 100 ans exactement. Régiment d'infanterie rassemblé. À vos ordres, mon colonel. À cette occasion, nous allons faire un lever des couleurs et nous allons donner la parole au chef de corps ainsi qu'au maire en empruntant les paroles qui avaient été prononcées il y a 100 ans. Et vous accomplirez votre devoir avec toute l'énergie dont toujours vous avez fait preuve. Partez tranquille. Le sort de vos familles n'est pas laissé au hasard, elles seront secourues.
Prenez vos fusils de la main droite. Élevez-la et criez avec moi. Vive la France! Vive la France! Vive la France! Une musique composée de 60 musiciens. Ce sont des musiciens qui ont tous les cheveux gris. Ce sont des anciens musiciens de la fameuse musique du 99e de Satonica.